Ah non, mais je me serais fait pas. Il n'est pas mort, il parle encore. D'une certaine manière, il est là. Il est aussi heureux que possible, je dirai ce qui est arrivé, j'expliquerai tout. Xavier s'est effacé, il est allé trop loin, nous n'étions pas prêts. Cette sidération marque le début du basculement qui arrive, n'ayez pas peur. Pour le voir apparaître, il suffit d'écrire son nom, il est là. Milliers de pages, écran bruyant, articles, témoins, revues, numéros spéciaux, interviews, photos, déclarations, blogs, émissions spéciales, discussions virtuelles, forums religieux et sociaux, photos de famille joyeuses et figées. Enterrement du père, mine sombre et gravier, Nantes, rue calme, enfant, mère, sœur, tuerie, aucune trace de sang. Expérience sexuelle à 2, à 3, magma d'informations, réfugiés au cœur d'un monde virtuel, Internet. Cimetière numérique de souvenirs globalisés. J'entends sa voix. Ce n'est pas si difficile. Il appelle à sa résurrection. Il nous a laissé ce qu'il faut pour le suivre. Il faut l'écouter et ramener lentement à la surface du réel les fictions qui le composent. Qu'on le veuille ou non, nous sommes ce meurtrier. Nous sommes cette famille, nous sommes leurs voisins, les badauds qui regardent la maison, les enseignants des enfants, les parents d'élèves, le notaire, l'agent immobilier, le spectateur du journal télévisé, qu'on le veuille ou non. Nous sommes des personnages de cette tragédie. Et nous attendons, cœur désirant, figé au milieu de la scène. Nous devons achever la représentation. Portrait numérique d'un homme qui tua toute sa famille, peut-être. Il a disparu. Le procès est ouvert. Je suis protégé. La Torah à gauche et la Bible de Jérusalem à droite. Le démon peut se montrer maintenant. Je commence par le nommer. Xavier Dupont de Ligonnès. Il n'est pas mort. Je l'ai rencontré.
En quoi Dieu a-t-il besoin ou envie qu'on lui offre la mort d'une bête, d'un enfant, d'un homme, de son fils? Si Dieu ne demande pas de sacrifice humain, il les agrée de toute façon. Le concept de sacrifice semblant ou non, humain ou animal, est intrinsèquement lié à toutes les religions et surtout à la nôtre. Geneviève, Thérèse, Marie Dupont de Ligonnès, née maître. Mère de Xavier. Connaît ses prières en latin. Clé de voûte familiale, naissance au début des années 30, famille pieuse, recueillement matin et soir, catéchisme par cœur, le dogme comme une colonne vertébrale. Ses parents prennent soin de lever deux saintes au creux de son nom. Thérèse et Marie, deux consciences silencieuses, mère supérieure du couvent intérieur de la jeune femme, elles la guideront sans doute sur son chemin mystique. Geneviève ne fut pas enfant, à peine adolescente. Ses yeux coupent son visage, il brille d'un secret mis au silence à jamais. Elle fut cette femme offerte à la foi. Je l'imagine, fille d'une mère pieuse, candidate à l'ultime appel. Je veux la voir. Je cherche des images, elle apparaît pas facilement. Unique interview sur une chaîne à grande audience. Elle surgit au centre de mon écran. Elle est droite et distante, complètement en elle-même. Très jeune, elle a certainement dû se poser la question d'aimer Dieu et le Christ exclusivement, candidate honnête pour les ordres. Sa famille y a peut-être pensé. C'était une époque où cela comptait encore d'avoir une fille derrière les grilles de Dieu. Ces années de jeunesse passent en suspension, elle attend un signe. L'Esprit Saint en décide autrement. Il ne souffle pas sur sa protégée. Geneviève, née maître, a été conduite vers un autre destin. Elle sera Marie plutôt que Thérèse. Le Seigneur, dans son infinie sagesse, ne la fait pas sœur pour qu'elle devienne mère. Dans le salon de famille, les murmures courent sur le papier peint aux motifs sombres. Mais que fera-t-elle, disent-ils? Un mariage, un beau mariage avec une famille digne de sa foi. Geneviève a confiance, elle sera guidée. Les portes du couvent s'éloignent, elle a 17 ans, elle rayonne d'une beauté insolente qui ne connaîtra jamais l'amour profane. Sa grâce, ses yeux clairs, son corps souple, seront autant de sacrifices offerts au Seigneur. À genoux, dans sa chambre, la porte fermée sur l'humanité au dehors, son regard est rivé au petit crucifix qui orne seul l'un des murs. Elle se réfugie auprès du Père et de son Fils. Elle les servira de la façon qu'ils choisiront. Elle accepte d'être au monde et déjà imagine ses enfants, 2 filles et un garçon. 1967-1969, la Sainte Trinité règne sur la vie des Dupont de Ligonnès. Xavier et ses 2 sœurs vivent au quotidien les déchirements provoqués par Vatican II. Discussions, questionnements, débats animés au repas. Lorsque certains bloquent la France pour voir la plage sous les pavés, Geneviève et ses amis se réunissent pour rêver d'une issue à cette guerre dont leurs âmes sont les enjeux. N'est-ce pas autrement plus essentiel? Années, mois, semaines et dimanches, les enfants écoutent des milliers d'imprécations psalmodiées par des prêtres habités. Ils vivent avec l'espoir du paradis et la crainte de l'enfer. Des milliers de fois, Xavier pousse les lourdes portes d'églises choisies par sa mère, sa grand-mère. Il baisse la tête devant des hommes officiant en soutane noire au milieu de dorures sombres. Il respire l'odeur de l'encens jusqu'à l'étourdissement. Il entend l'écho des crissements de bois sur les pierres froides et séculaires. Les murmures qui s'élèvent en direction des ogives et plus haut. Le Seigneur vous observe et vous entend. Ne croyez pas qu'il vous ignore. Assis par ordre de taille sur des bancs trop durs, Xavier, Christine et Véronique observent dans l'obscurité fraîche les dentelles de pierre qui s'envolent vers les cieux. Les vitraux jamais assez grands pour faire entrer toute la lumière, les trous dans les paumes et le sang qui coule sur le visage du Christ transpercé par les épines de sa couronne et par les flèches des soldats romains. Image impressionnante du Seigneur en souffrance, pour nous sa souffrance, pour que Dieu le Père nous pardonne. Ce ne sont pas des souvenirs qui resteront à Xavier, mais des stigmates. Cette fiction, faite de sagesse, devient pour lui un réel irréfutable. Il fait ses premiers pas dans ce monde de lumière et de ténèbres, riche de monstres et de saints. Comment ne pas être fasciné?
Quel enfant refuserait que les fées et les êtres merveilleux existent pour de vrai? Xavier a moins de 10 ans. Il vit dans un univers constitué de lois ancestrales, de secrets bien gardés, de trésors enfouis et tout au bout d'une immortalité de l'âme garantie en cas de conduite immaculée. Ce monde n'est pas créé par sa mère, bien sûr, mais c'est elle qui en garde les clés. La porte se referme derrière lui, elle restera close des années durant. Geneviève se recueille chez elle. Calme absolu. Profondeur de la foi. L'appartement est suspendu. Xavier est à l'école comme ses sœurs, le père est ailleurs, la grand-mère discrète. Concentration et amour extrême. Geneviève prie. Vierge Marie, Sainte Trinité, sa ferveur est sans limite. Désir immense de repentance, de proximité avec le Christ. Quelque chose advient. Un trouble d'abord, une élévation, une chaleur au centre de la poitrine, une présence est descendue. Miracle, le signe, bouleversement dans la maison. Geneviève, mère de Xavier, entend toute son âme vibre. Comment le croire? Comment accepter ce don? Une voix parle en elle, elle a été pénétrée. Signe, ligne directe, révélation privée, les mots s'égrènent sans qu'elle soit obligée d'y penser, ils viennent d'ailleurs. Jésus-Christ est vivant, il est en son sein. Amen. Geneviève se tient seule, troublée, priant à voix haute, puis silencieuse, ramassée en elle-même, absente bientôt, humble réceptacle, qui ne demande rien que d'être entendue par ceux qui le souhaitent. Elle-même ne pose pas de nom sur cette présence, Jésus-Christ peut-être, comment en être certaine, dans sa tête, sur son corps, à l'intérieur, des mots se forment, un message s'imprime. Transmission automatique à l'écriture, le stylo court sur une feuille, Geneviève couche les paroles du Seigneur dans un calme désincarné. On retrouve facilement ces messages avec leur date. Ils ont été publiés sur du papier puis sur la toile, stockés sur des disques durs au fond de serveurs numériques alignés près de la frontière australe. « 27 octobre 1972. Message de Christ reçu par Geneviève. Voici venu le moment où je vais renouveler pour vous cette mort qui vous a valu le pardon de votre Dieu. Voici l'heure, et je vous demande de bien comprendre que c'est par vos fautes que je subis de nouveau cette douloureuse passion mystique. Oui, je désire que vous compreniez la grandeur et la gravité des événements que vous vivez et que vous sachiez que je vous ai choisi de toute éternité afin de vous avoir auprès de moi, vous qui savez aimer. Le stylo retombe sur la feuille blanche. Geneviève relit les mots qu'elle vient de tracer. Le lien est au présent, elle peut encore le sentir. Le message est net, Jésus a parlé en elle. Il souffre de l'impiété des serviteurs. Si le Christ intervient aussi directement, il y a de quoi s'inquiéter. Geneviève ne bouge plus. Ce qu'elle vient de vivre est incommensurable. « 9 novembre 1972. Message de Christ reçu par Geneviève. Soyez auprès de moi au moment où j'offrirai à mon Père le sacrifice de ma mort mystique. Je prie pour que vous sachiez demeurer à mes côtés en ces moments où tout m'abandonne. » Xavier regarde sa mère par l'embrasure de la porte du salon. Il sait quelle latte du parquet il faut éviter. Il veut voir, lui aussi. À quelques mètres, Geneviève est assise à un petit secrétaire Napoléon III, les paumes tendues vers le ciel. C'est un peu comme surveiller l'arrivée du Père Noël. Attention, la voix de Jésus approche. Un murmure d'abord, puis une caresse. Elle parcourt le corps de Geneviève. Xavier ne voit rien que du silence. Il imagine lui aussi, nous avons cela en commun. Il est fasciné, il a un peu peur. Geneviève n'est pas possédée, c'est pas ça. Elle ne se roule pas au sol, elle ne parle pas de langues ignorées, elle ne crache pas des mots divins.
Ça ne se passe pas ainsi. La parole de Jésus se trace avec souplesse. Il s'agit d'une communion, de l'aboutissement d'un chemin de ferveur. Xavier ne comprend pas, mais il sent lui aussi la présence. C'est trop d'émotion. Il court jusqu'à sa chambre et se lance comme un fou sur son lit. Il a bravé l'interdit. Désormais, il est à une personne du Christ lui-même. Théorie des degrés de séparation réduite à son minimum. Et quel effet? Peut-être perçoit-il sa mère comme une sorte de super-héroïne. Ce lien incroyable auquel il assiste, c'est le tour de magie parfait. Comment se remettre d'une mère capable d'entendre Dieu? Xavier a 14 ans. La loi autorisant l'interruption volontaire de grossesse est promulguée en janvier. La maison des Dupont de Ligonnès est sans doute secouée par cette nouvelle. L'Église officielle ne se prononce pas contre l'avortement, son silence pèse lourd. Les milieux religieux fervents se questionnent et se mobilisent. Après Vatican II, voilà qu'on autorise les femmes à tuer les enfants. Ils imaginent des poubelles ensanglantées, des arrière-cours d'hôpitaux où s'entassent des cadavres à peine formés au cœur palpitant de leurs derniers instants. Geneviève, mère de Xavier, ne peut pas soutenir cette église rénovée dont la soudaine aphasie autorise la création de centaines d'avortoirs. Rome a perdu la tête, le diable s'est emparé des cardinaux et du pape. La possession, voilà la seule explication. Après tout, Geneviève n'entend-elle pas le Seigneur en elle-même? Le diable peut donc bien s'immiscer dans la tête du Saint-Père. 5h30 du matin. À l'adolescence, c'est un horaire pénible. Xavier doit concilier le corps et la foi. Au pied de son lit ou à côté, même à 15 ans, il prie. Notre Père qui êtes aux cieux, donnez-moi la force d'entrer dans cette journée et de rester dans vos pas. Xavier, à l'âge du dehors, sa mère ne l'encourage pas à sortir, elle ne le retient pas non plus, elle a assez à faire. Réveil, douche, eau chaude, céramique blanche, savon. Le matin, Xavier se frotte au banc de toilette, il veut sentir bon, l'hygiène c'est important. Tu n'as pas encore terminé, hurle une de ses sœurs. Xavier, dépêche-toi, sors de la salle de bain, crie l'autre. On est deux et on n'est pas encore lavé, il est pire qu'une fille. Dans la salle d'eau encore moite des températures tropicales de sa douche, Xavier essaye plusieurs coiffures, plusieurs dispositions de mèches. Il enfile sa chemise, col relevé, col baissé, col négligé, il hésite, bon il sort. Bruit de pas affolé, il faut se dépêcher, ça râle encore, couloir, porte en bois. Xavier ferme derrière lui pour ne pas être dérangé. Dans sa chambre, il termine de s'habiller, la serviette glisse à ses pieds. Brusquement, son sexe apparaît. Il pend sous le tissu tendu et immaculé de sa chemise. Ce sera col relevé. À coup sûr, entre 10 et 15 ans, Xavier découvre la masturbation. C'est toujours comme ça. Ce genre de plaisir peut être coupable. Il n'en reste pas moins une drogue fulgurante et gratuite. Alors, seul dans les toilettes, tard dans son lit, enfermé dans la salle de bain ou coulé au fond de la baignoire, pourquoi s'en priver? Se masturber fait advenir au monde. Fini l'enfance, on éjacule et c'est bon. Pierre-Louis, un camarade de classe de mon école très catholique et très élitiste de Verneuil-sur-Seine, pratiquait ardemment. Parent croyant, vivant dans un château, Pierre-Louis était sale, mais en chemise bermuda toute l'année et une croix en bois vissée sur la poitrine. Il parlait exclusivement de bites, de chattes, de baisers, de sucés. Enfin, dans le même temps, il allait à Rome rencontrer le pape, il participait au JMJ à Lyon, faisait sa confirmation, priait chaque jour et se masturbait copieusement dans les toilettes glaciales de notre école Notre-Dame de Verneuil. Il a grandi et la religion a gagné sur l'onanisme. Pierre-Louis a reproduit, il s'est reproduit, il vit en Bretagne, dirige une petite biscuiterie locale, il aime les sports nautiques, ils vont à la messe en famille. La masturbation n'est plus qu'un vieux souvenir qu'il ne racontera pas à ses enfants. Dans le miroir, Xavier jette un dernier regard à son sexe sous sa chemise. Des poils apparaissent ça et là. Il attrape un slip en coton blanc rangé dans une armoire, à côté de ses tricots de peau blancs eux aussi. Il l'enfile. Fin de la tentation. Tout le monde parle et fume. Je ne vois qu'elle.
Je pense à la position de mes mains, de mon torse, de mes jambes. Si je les croise serrées, ça fait fille. Et si je les croise écartées, ça fait plus mais je n'arrive pas à garder longtemps la pose. Alors je me tiens droit, nonchalant quand même. Je pense à cacher ma maigreur, à paraître distant. Je voudrais être musclé, sûr de moi, et je suis malingre, et je n'ai que l'assurance des rusés. Je l'ai vu et j'ai tout oublié. Je veux dire, son physique n'appartient pas à Versailles, et à son aristocratie, elle n'est pas empruntée, pas comme Catherine. Catherine, je l'oublie instantanément. Mon cœur s'en désintéresse. Il ne reste que ce visage ovale. Elle s'appelle Agnès Abbas au danger. C'est une princesse égyptienne, une vraie, elle habite Versailles. Information balancée par Luc qui n'a Dieu que pour elle. Bon, je ne dois pas la regarder, je ne dois pas avouer mon intérêt, je voudrais l'embrasser. Je ne suis pas aguerri en technique de séduction. Pourtant j'ai senti qu'elle me remarquait, hein. Ça m'a cloué sur place. Je sirote un verre de whisky coca, ce n'est pas bon, mais tout le monde boit ça, je ne veux pas être sous, mais ça aidera certainement. Son chemisier se tend et laisse entrevoir des seins pleins. Si nous nous mettions ensemble, il faudrait que je me marie pour lui faire l'amour. C'est une éventualité, j'y pense comme à beaucoup d'autres choses à son propos. Donc, brusquement, Luc se lève et emmène avec lui son ami qui s'appelle Thierry, je crois. Il propose à Agnès de les accompagner au salon, elle refuse. Une amie assise à côté d'elle prend le prétexte de se rendre aux toilettes pour ne pas rester comme une cruche sur le canapé. Agnès ne se lève pas, j'interprète ça comme un signal. Je viens m'asseoir à ses côtés. Je souris, elle aussi, on ne parle pas tout de suite. Je lui tends mon verre, elle accepte d'en boire une gorgée. Ce n'est pas encore fait, mais tu me plais, et bientôt je vais tomber folle amoureuse de toi. Tu entends? Non, je ne plaisante pas. Et si je suis folle amoureuse de toi, tu n'auras plus les moyens de t'en sortir. Elle est aussi incroyable que je pouvais l'imaginer. Elle est courageuse. Bon, si ça se trouve, elle dit juste ce qui lui passe par la tête. Enfin, qu'importe. Nous nous regardons, je glisse ma main derrière sa nuque. J'ai vu faire ça quelque part. Elle s'abandonne tout de suite. Elle ferme les yeux avant même que je m'approche. Ben, ça me trouble. J'hésite une seconde, ça ressemble à l'éternité. Quelque chose ne va pas. Brusquement, je ne veux plus l'embrasser. Je vois au loin toute cette vie qui nous attend. Je ne veux pas. Je voudrais rebrousser le chemin du temps, ne pas passer ma main derrière sa nuque, ne pas m'approcher, ne pas me lever, rester dans le fantasme d'avant. Son abandon me fait peur. Elle est à moi entièrement, mais c'est trop, je sens un piège. Et que faire? Je ne peux plus reculer, je ne suis pas de cette trempe-là. J'assume. Le temps reprend son cours, nos lèvres se touchent, et j'oublie instantanément mon hésitation. Sa bouche est comme du velours. Je ne suis pas prêt. Tu comprends? Eh non, je ne comprends pas. Nous sommes fiancés, Xavier. Nous nous sommes promis l'un à l'autre. Je ne suis pas prêt à me marier, je ne veux pas. Les larmes montent immédiatement aux yeux d'Agnès. Elle ne cherche pas à les cacher. Elle est de ces filles qui se montrent et n'ont pas peur de leurs émotions. Elle est folle amoureuse de ce garçon fin et beau. Elle est irrésistiblement attirée par lui. Xavier ne dit plus rien, il s'allume une nouvelle cigarette avec son zippo argenté. Il pose ses lunettes de soleil Ray-Ban. Agnès tend la main et prend elle aussi une cigarette. Tu ne fumes pas, c'est bête. Mais c'est le bon moment pour commencer. Oui, mais c'est bête. Agnès allume la cigarette, tire dessus, étouffe une toux sèche, et puis recommence tout de suite. Ses lèvres pincent le filtre. Ses joues se creusent. En face, Xavier a plus de style, il fume comme un Américain. Alors, tu as pris ta décision, lâche-t-elle. Oui, je crois, je t'aime, je suis attaché à toi, tu ne peux pas savoir, mais avec le divorce de mes parents... Ah oui, tu es du genre à aimer et à quitter. Agnès est nerveuse, elle écrase brutalement sa cigarette à moitié consumée. Pourquoi tu ne me dis pas que tu as rencontré quelqu'un? Parce que ce n'est pas vrai, je n'ai rencontré personne. Tu me fais souffrir, Xavier, ce n'est pas ce que je veux. Alors on ne fera jamais l'amour.
De quoi tu parles? C'est à ça que tu penses? Agnès ne dit plus rien. Un bouton défait à l'échancrure de son cardigan laisse discrètement entrevoir la naissance de sa poitrine. Elle s'est faite jolie. Un rouge à lèvres tendre épouse les contours de sa bouche. Elle n'a pas vu venir la décision de Xavier. Elle se voyait vieille avec lui, des enfants, une maison, une belle vie. Mais Xavier, lui, n'a pas besoin d'Agnès, c'est ça la vérité. Il n'y a pas d'autres filles parce qu'il y a toutes les autres filles. Agnès, abasse au danger, se tait. Elle ignore qu'elle va mourir des années plus tard de la main de celui qu'elle pleure et supplie de l'aimer, son meurtrier présumé. Fin des années 80. Xavier est fou amoureux. C'est la première fois, ni Catherine ni Agnès ne peuvent rivaliser pour le moment. Son prénom résonne à longueur de journée dans sa tête, Claudia. Ils vivent vite, fument, boivent, font de la route. Ils s'arrêtent où ils veulent, font ce qu'ils veulent. Toutes les voix numériques s'accordent là-dessus. C'est une passion. Leurs cœurs battent brusquement, violemment, sans plus de raison. Ils s'étreignent. Il est français et catholique. Elle est allemande et protestante. C'est Roméo et Juliette, la transgression ultime. Dans la décapotable de Xavier, Claudia laisse ses cheveux flotter au vent et allume une cigarette pour son amant qui cache sa passion derrière ses rébans fumés. Dans une chambre d'hôtel, no man's land religieux où ne résiste que leur désir, le complexe physique de Xavier vole en éclats. Il n'est plus ce petit garçon qu'il croyait être. Son apparence, son manque de force, la forme indistincte de ses bras, de son ventre, de ses hanches ne l'agacent plus. Claudia aime son corps dur et sec, maigre, où la virilité n'est pas une chose bête et évidente. Xavier découvre sa propre féminité, il grandit, il s'agrandit, il n'est plus gêné. Elle le caresse et le désire, elle le mange, l'avale, elle le prend dans sa bouche, Xavier se laisse faire. Il n'y a plus de limite ni de morale. Le mariage n'est plus une barrière infranchissable. La loi n'a plus aucune importance. Elle lui mord l'épaule et lui lèche les doigts. Elle s'enroule autour de son ventre et s'accroche à ses jambes. Elle tient ses mains contre son sexe, elle le fait entrer en elle. Elle décide du moment où il doit arrêter. Sa jouissance à lui n'est pas une fin en soi. Il aime ça, c'est une résurrection. Il coule et revient à la surface de ses draps blancs, étendus sur le lit de cet hôtel de bord de mer. Ils se sont perdus sur Norderney, une île tout en longueur au nord de l'Allemagne. Chapelet de terre qui s'étend jusqu'aux Pays-Bas. Petite ville, infrastructure hôtelière surgie des années 70. Beaucoup de nature. Ici, le vert n'est pas une couleur mais un filtre au travers duquel passe la lumière. Autour de ce morceau de terre plate, la mer reste à distance, menaçant pourtant de tout recouvrir à chaque instant. Sur les plages découvertes après le passage de la marée, les corps sans vie de poissons abîmés gisent lamentablement en attendant leur dernier linceul. Claudia venait là enfant. Elle en avait gardé un souvenir puissant et rêvait de revoir les collines marines qu'on devine à peine sous l'étendue morne, glacée, gris, sombre et bleu outre-mer qui encercle l'île. Après une promenade pour se remplir de cet air aigu qu'on trouve ici, Xavier se jette sur le grand matelas, il se perd joyeusement dans les draps, il est nu. Claudia n'attend pas, ne joue pas, elle se déshabille, elle aussi. Elle veut se glisser près de lui, seule la chaleur de leur corps les intéresse. Épouse-moi! Mais tu ne survivrais pas à un mariage avec une protestante, elle va l'oublier. Mais quoi? Que tu étais protestante? Tu crois que nous ferions l'amour comme ça si j'étais catholique? Mais j'en sais rien, convertis-toi! Claudia ne répond pas tout de suite, elle sourit. Elle sait très bien qu'il ne plaisante pas. Convertis-toi, qu'est-ce que ça te coûte? Insiste Xavier. Ce que tu me demandes, je pourrais te le demander aussi. Xavier se lève, nu. Il est frustré. Il regarde dehors, le ciel disparaît derrière l'horizon et ses larmes tombent dans une mer indifférente. Claudia est déçue, elle pensait que tout cet amour bousculerait les murs de la Nouvelle Jérusalem. Elle comprend que Xavier ne bougera pas. Elle sent une prison en lui, mais Xavier déteste qu'elle dise ça. Il n'est prisonnier de rien, il a le choix pour tout. Sauf que le choix de m'épouser, tu ne l'as pas. Xavier revient empli de projets et de désirs. Il a presque 30 ans. L'Amérique a eu un effet galvanisant sur lui. Il a aimé, il a voyagé. Il est temps maintenant qu'il s'invente une vie bien à lui. Il en a déjà eu plusieurs, mais selon ses propres mots, aucune dont il peut s'enorgueillir. Heureusement, il a tenu bon.
de loin en loin, il a réussi à conserver ses certitudes en ce monde fantastique que lui raconte sa mère. Bon, il doit maintenant définitivement revenir au bien. Ses heures de voiture sur les routes américaines lui ont donné le recul nécessaire. Il a tout mis à plat, encaissé son chagrin d'amour qu'il voit maintenant comme un combat réussi contre le démon. Épouser une protestante, comment a-t-il pu l'envisager une seconde? Les hommes ne dirigent pas, ils ne sont que des armes envoyées par des forces supérieures, affirme Geneviève, sa mère. Ce ne sont pas les francs-maçons, ni même les juifs qui opèrent dans l'ombre, mais le démon. Le démon au cœur de Vatican, le démon à la tête des États, le démon comme maître de l'horreur qui nous entoure. Le monde s'écroule, Xavier. Satan, le tentateur, mis en échec par Jésus dans le désert, est en train de gagner la partie. Tchernobyl, explosion apocalyptique, nuages empoisonnés, guerre Iran-Irak, Jean-Paul Kaufmann, 543e jour en détention, plus d'1 million de morts, des musulmans pour la plupart, et l'Arménie, les entrailles grondent, tremblement de terre sans précédent, 50 000 morts, et Charles Aznavour en larmes à la télévision pour chanter sa peine et récolter des fonds. Où est Dieu? Où est le diable? Attentats politiques, religieux, mégalomane, 1, 2, 3 par an dans les années 80, on ne se souvient pas. Et Carlos, la rue de Copernic, la rue des Rosiers, la rue Marbeuf, la rue de Rennes, action directe, la préfecture de Paris, 1 mort, et des dizaines de blessés, 3 morts, et des dizaines de blessés, 5 morts, et des dizaines de blessés, etc. Xavier retourne chez sa mère. Il ne recommence pas à zéro, mais il faut se rendre à l'évidence, ces horreurs énoncées et toutes celles oubliées n'ont pas suffi pour que Christ Roi s'en revienne sur terre. Il doit se chercher un but, une mission. Depuis l'appartement versaillais ou n'importe où ailleurs, il soulève un combiné de téléphone en bakélite. Il est tranquille, il fume une cigarette et laisse tomber les cendres dans un cendrier. Il est seul. Allô, Agnès? La jeune femme répond d'une voix douce et déjà souriante. Elle est à peine méfiante, nous sommes en 1990. Xavier lui téléphone. Ça n'était pas arrivé depuis longtemps. Elle ne fait aucune remarque. Elle va bien, lui aussi. Il paraît qu'elle a rencontré quelqu'un. Non, c'est terminé. Xavier sourit. Ils discutent des États-Unis. Agnès se montre très intéressée. Xavier est intarissable. Il la fait rire. Il s'assoit par terre. Il ne remarque pas la lumière qui décline derrière la fenêtre du couloir. Son paquet de cigarettes est terminé et le soir est tombé. N'ont-ils pas gâché ces années? Non, ce n'est pas perdu, dit Agnès. Nous sommes plus âgés, plus sages aussi. Les phares de sa voiture trouent la nuit, tunnel temporel. Xavier ressasse. Aime-t-il Agnès parce que sa mère l'y a autorisé? Il frotte sa barbe de 3 jours, passe la 4e et appuie sur l'accélérateur. Xavier murmure. Son ange gardien le rassure. Agnès est catholique. Claudia, il faut l'oublier, c'est un pont rompu et en flammes. Agnès est une mission divine. Elle a fauté. Xavier le sait, elle a eu un enfant naturel d'une relation passagère avec un serveur, dit-on, scandale à Versailles. La nuit est presque blanche. L'aube point. Xavier a rejoint Agnès. C'était comment avec Claudia, dit-elle? On n'est pas obligé de parler de ça. Je sais, je voulais savoir. Je préfère ne pas en parler. Je ne veux pas te déranger, hein, t'obliger. J'ai un enfant, tu le sais, et il n'a pas de père. Ce n'est pas une situation idéale, je comprends. Le visage de Xavier ne trahit aucune émotion, c'est maintenant celui d'un homme, d'un dur, d'un cow-boy. Tombé sur une jeune fille au milieu du désert, elle protège son nouveau-né du soleil et lui offre à boire les dernières gouttes de son sein. Xavier va faire son devoir et la prendre sur la croupe de son cheval. L'enfant ne pèse rien. Le cow-boy pose un genou à terre, regarde la jeune fille, sourit et prend son temps. Agnès, nous allons nous épouser et je vais adopter cet enfant. « 1995, il s'est passé quelque chose. Cette date revient en boucle. Chaque membre de la famille en parle, les journalistes aussi, plus rarement les amis. Un événement particulier, une mésentente, Christine et Geneviève évoquent un bruissement. Pour Xavier, c'est une déflagration qui le projette dans le désert, l'absence et les larmes. Un voile se déchire. Le rideau tombe et derrière, il n'y a rien. Seul sur scène, Xavier n'a plus personne pour venir le sauver. Son ange gardien, Jésus, et sa mère
ont repris leur place dans le grand livre d'images, balayés par le souffle de la vérité, pense-t-il. Xavier ne croit plus. Paternoster, qui est in cannabis sanctificatur, nomentum adveniat, regnum fiat voluntas tua sicat in caelo et in terra. Caelo et in terra. Caelo et in terra. Que s'est-il passé pour que son monde opère cette révolution? Comment et pourquoi Xavier a perdu la foi? Du jour au lendemain, Dieu est questionné, c'est l'Inquisition retournée contre son maître. Envoler le jardin d'Éden et les tables de la loi, la multiplication des pains et la résurrection finit l'Apocalypse et le prochain gouvernement mondial, Xavier n'en est plus. Il abandonne la grâce et le Saint-Esprit. Sa raison a vaincu, il est triste et orphelin, son intelligence le pousse à tout détruire, il va chercher dans les recoins, la descente est vertigineuse, perte totale de repères, de morale et de sens donné à la vie, je le crois. Aux yeux de Xavier, ce n'est pas seulement Dieu qui n'existe plus, plus rien n'existe du tout. La grande question désormais, la seule, c'est l'argent. Aucun retour en religion prévu, Xavier s'interroge à propos de l'Église, de l'existence de Dieu et de l'Apocalypse. Ça le taraude peut-être, mais rien à faire. Son ange gardien et la Sainte Trinité gisent avec ses rêves d'enfant. Si ce n'est pas la religion et l'immortalité promise, alors ce sera le capitalisme. Il ne serait pas le premier, il change de Dieu, il sera pareillement fanatique. Avec ses 4 enfants et sa femme, il croit encore au rêve américain. La piscine, l'argent, les grosses voitures, il est ambitieux, entrepreneur, le paradis, il l'offrira sur terre à sa famille. Il veut être un homme, il n'abandonnera jamais ses enfants, pas comme son père. Il est décidé, honnête, travailleur, il aura de la force, rien ne l'arrêtera. À Pornic, dans le garage de la maison, plusieurs voitures américaines attendent qu'on les sorte. Xavier les aime et les entretient. Il n'a plus de travail, il n'en cherche pas, il ne veut plus être à la merci de quelqu'un. Ce n'est pas ainsi que la fortune lui sourira. Il monte une entreprise, la Route des Commerciaux, annuaire numérique d'établissement hôtelier pour VRP créé en 1999. Pour vendre 200 abonnements par mois, je dois contacter le double d'hôtels, peut-être le triple. 1 sur 3 qui signe serait déjà bien, soit 600 hôtels à contacter sur 20 jours. Je dois donc visiter ou entrer en contact avec 30 hôtels par jour. Je fais tout par téléphone, sauf les visites au moment de la signature. Le contact humain est important, même si à chaque fois ça fait perdre du temps. Avec les restaurants, on peut fonctionner pareil, ok. Disons que dans les grands jours, je contacte 60 hôtels par jour et dans les petits jours, 30. Ça fait 45 hôtels en moyenne. Si j'en décroche la moitié, non, bon, disons un tiers, ça fait 15 abonnements par jour sur 20 jours dans le mois, ça fait 300 abonnements chaque mois. Donc, si je dis que je décroche 200 hôtels, je suis plus dans une fourchette basse, mais 200 hôtels par mois, ça veut dire 4 400 € le premier mois. Et ensuite, 4 400 € de plus chaque mois. Au bout du 10e mois, on est à 44 000 € qui tombent régulièrement. Même en enlevant les charges et les salaires, les frais de téléphone et de déplacement. Et il me reste énormément, mais merde, c'est une mine d'or mon truc. Son souffle s'accélère, il n'est pas encore millionnaire, mais à ce moment-là, sa vision est claire, il y a une opportunité. Au diable la stabilité. La machine à histoire se remet en marche, pas question d'épargner. Il faut investir pour grandir s'il veut avoir une chance de vivre de ses rentes sur une plage à Miami. Pornic s'éloigne, se métamorphose, s'alourdit, s'étend, se déploie, change de langue, de nationalité, c'est immense, kilomètres de vie au bord d'une mer chaude. Pontiac, Cadillac, Ford, c'est Miami, enfin. Les enfants sont encore petits, Benoît ne se souviendra peut-être même pas qu'il est français. Et Xavier peut toucher du doigt sa carte verte.
trou est béant. Xavier est à la renverse, il est seul. C'est la nuit. Dans sa cave, il fume, les pieds posés sur un carton. Dans la pénombre, des dizaines d'autres caisses s'entassent. Ici gît son avenir. Il n'a pas réussi à vendre ses milliers de cartes de cristal. L'idée était pourtant infaillible. Cartes d'abonnement et de réduction pour les commerciaux et les hôteliers qui les reçoivent. Il avait tout prévu, tout calculé, tout le monde devait y gagner. Le changement de TVA dans la restauration lui aurait été fatal. Il sourit, ironique. Cette fois-ci, c'est la faillite. Depuis des semaines, il ne dort plus. Les insomnies se superposent les unes aux autres. Il a de la fièvre. Il écoute des kilomètres de musique country. Billet gratuit pour son rêve américain perdu. Il refait ses calculs. Il aligne les chiffres. Jésus, Marie, Joseph, faites que vous existiez. Devant son écran d'ordinateur, ses doigts glissent énergiquement sur les touches. Il a pris encore un nouveau pseudo pour intervenir sur le forum de discussion Cité catholique. Moins il trouve de solutions la journée, plus il écrit, questionne et analyse à l'infini les thèses théologiques des uns et des autres la nuit. Au début, il était encore cohérent. Petit à petit, il a perdu pied. Maintenant, tout se mélange, l'argent, la religion, l'existence de Dieu, son enfance, l'Apocalypse, son ange gardien, la matière, l'antimatière, les miracles, Adam, Ève, les sacrifices, le bien, le mal, la relativité de la mémoire. Un démon grandit au fond de lui. Il cumule tous les problèmes psychiatriques du monde. Il porte l'ancien et le nouveau en lui, comme la Bible. Il est un personnage mythologique incarné dans une modernité. Les yeux rougis de fatigue, à bout de force, il continue de pianoter sur son clavier. Si l'homme n'avait pas de conscience, ne serait-il pas parfaitement heureux, écrit-il? Pourquoi Dieu a-t-il doté l'homme de cette fichue conscience? Les trompettes de l'Apocalypse sonnent. Les 4 cavaliers apparaissent sous la forme de banques, d'huissiers, de maîtresses blessées et de familles trop lourdes à porter. Au bout du compte, la pensée magique gagne. Cet homme, 40 ans plus tard, est en train de donner raison à sa mère. Elle voulait l'Apocalypse, et bien la voilà. C'est dans la vie de Xavier que tout explose. Il devait se tenir à la droite du Christ roi revenu sur terre. Il sera l'antéchrist, porteur de la destruction. J'ai pris une décision. Ce n'est pas le vide, plutôt un bouillonnement. Je reviens sur chaque détail. Le plus dur, c'est de ne pouvoir en parler à personne. Longuement, je me suis persuadé qu'Agnès aurait pu être d'accord. Il vaut mieux ne compter que sur moi. Ce n'est pas un jeu de hasard, je souffre à chaque instant. Quelle différence verront-ils? Ils passeront d'un état à un autre. Je porterai pour eux le poids de la culpabilité. Il n'y a pas de place pour la honte. Je vaux mieux que ça. J'ai réfléchi trop longtemps, c'est le moment, voilà tout. J'ai tenu aussi loin que je pouvais. Je crois que nous avons vécu le temps qui nous était attribué. Je me contrefous de la vie d'autres que moi-même. Je pense raisonnablement que leur vie à venir serait pire ici-bas. C'est une analyse objective. J'ai l'expérience, l'intelligence. Le paradis promis à leur innocence est préférable, quels que soient les termes de l'équation. L'enfer est ici, ne le voyons-nous pas? Les ronds-points s'enchaînent, toujours pareil. Le Castorama à Dorvaux fera bien l'affaire. Tout le monde s'agglutine dans ces endroits qui n'ont aucun sens. Si Jésus devait envoyer sa colère, ce serait bien contre ces zones commerciales éphémères. Annonce publicitaire pour un produit ménager révolutionnaire. Agression sonore, les rayons se succèdent et je me perds un peu. Je préfère ne pas me renseigner. Plâtre, béton, j'y suis, prise rapide. Lequel choisir? Je n'ai jamais fait ça avant du béton. Sac de gravat, il me faut une bêche, une pelle, oui. Un genre de pelle, ouais, c'est bien ça aussi, une houe lorraine. Ah, ce sera plus facile pour gratter. À la caisse, je sors ma carte bleue, ils retrouveront ça. Ils sauront que ce n'était pas un hasard, que ce n'a pas été fait n'importe comment, et certains chercheront du sens, il y en a. 16h19, je suis en retard, 73,85 €. Ce que je ne comprends toujours pas, c'est pourquoi ce que j'ai entrepris n'a pas fonctionné.
Lorsque je mets à plat les équations, les idées, tout était réuni pour faire fortune. Le facteur humain a toujours joué contre moi. Ce monde est sordide. Il est sans espoir. Jardiland. On a inventé ça, encore que je sois admiratif de celui qui a réussi à créer le supermarché de la nature. Bonne idée, bon raisonnement, bonne étude de l'homme. Dans son obstination à détruire la planète tout en achetant des plantes pour son balcon, il ne me faut pas tant de chaux vives. Juste assez pour qu'on ne les retrouve jamais. Ça chasse l'odeur, conserve l'intégrité des matières organiques. Si la chaux n'est pas en contact avec celle-ci, voilà, un sac de 10 kilos fera l'affaire. Il faut que je commence les travaux, sans quoi les trous ne seront jamais prêts. Nous tous, autour de la table. Reproduction moderne de la scène. Ça ne manque pas d'ironie. Agnès sirote un martini. Je me demande si elle ne voit pas un peu plus ces temps-ci. Moi, oui, c'est certain, c'est prémédité. Les enfants prennent des jus d'orange. Le serveur apporte nos viandes. Arthur, Anne, Benoît. Je les regarde. Je ne suis pas triste. Leur visage s'anime. Je dois m'en souvenir, je m'en souviendrai. Ce sera ma pénitence. Me revoilà catholique, je le suis encore, je ne peux pas me mentir à ce point. Discussion calme. Les garçons sont taciturnes. Le petit, mon petit, tout sera bientôt fini. Retour en voiture, je dois m'organiser. Il doit n'y avoir trace de rien. Si des membres des services secrets américains entraient chez nous, ils ne laisseraient aucun indice. Ils amèneraient des corps et les enterreraient à la place de la famille. C'est faisable. Nous serions devenus des fantômes. Nous arrivons, je me gare, j'éteins les phares. En marchant vers la maison, Agnès glisse sa main dans la mienne. L'impliquer aurait pu être possible. Elle aurait peut-être accepté, mais elle aime la vie, je ne sais pas le dire autrement. Si elle avait été impliquée, elle aurait pu facilement profiter du repas pour verser les somnifères dans les verres de jus de fruits des enfants. Maintenant, il faudra qu'ils acceptent de boire ce que je leur donnerai. 3 heures du matin. Plus de 2 heures que je me torture. Je ne dois pas manquer de courage. Les chiens sont dehors. Je sais comment les choses vont se dérouler. Agnès et les enfants passent dans un autre monde. Ils ont choisi de croire au paradis, à la vie éternelle. Personne ne saura qu'ils sont morts. Comment le prouver? Parlera-t-on de cette histoire? Je serai connu peut-être? Cette famille qui a disparu entièrement? Nous sommes où nous voulons être. La nuit, tout fait plus de bruit. Les pas résonnent, les placards se ferment plus violemment. Effacer toute trace, ne rien laisser derrière. La petite tête de Benoît n'est pas très lourde. Je l'entoure d'un coussin, puis je la recouvre d'un sac solide qui retiendra le liquide. Il est prêt, je dois commencer. Je n'ai pas peur, ce n'est pas ça, mais la vie va changer complètement, pour le mieux. Il se redresse, je suspends mon geste, je pointe la carabine sur sa poitrine. Je tire, 2 balles. Il retombe en arrière, j'enchaîne. 3 balles dans la tête. Le sac est étanche, ça marche. Le silencieux ajusté sur l'arme étouffe le bruit. Il est parti. Le voyage a commencé. Je le dépose dans le plastique prévu. Je referme tout de suite. Rien ne doit apparaître. Étendu dans la pénombre, Arthur est dans un état léthargique. Je lui mets le sac sur la tête. Je ne regarde pas. Il n'est pas là. Je l'ai aimé si fort. Je ne ferme pas les yeux. 2 balles dans la tête. 2 pour être sûr, pour ne pas laisser croire qu'il se serait suicidé. Il ne pourrait alors pas accéder à l'au-delà. Il risquerait d'errer au purgatoire. Je ne veux pour eux aucune souffrance. Pourvu que tout cela existe, les 2 corps sont côte à côte. Aucune trace. Je savais que pour Anne, tout serait plus dur. C'est dans ma tête que je tire. Son visage disparaît sous le plastique noir. Coup de scotch, elle est inerte. Elle m'en voudrait de décider pour elle, mais quelle différence. Elle rejoint les anges, 2 balles dans la tête. C'est terminé. Ce n'est pas difficile de tirer, ça ne fait pas de bruit. La cible est là, je ne vois rien. Le sac dissimule entièrement. Je tiens, malgré la vague de chagrin. Agnès, 2 balles dans la tête. Elle ne me fait aucun reproche, je le sais. Elle me suit, quoi que je fasse. Enfin, pas sans reproche, il est vrai. Nous étions si désunis tout en étant ensemble. Elle est plus lourde que les enfants. Elle aurait voulu vivre, mais la mort ne lui fait pas peur. Elle sera dans la foule, face à son Dieu. Elle est une de ces âmes qui savent trouver leur chemin. Elle a bien navigué, su prendre son plaisir et faire son repentir. Elle est quand même ma partie lumineuse. Maintenant que je la porte, que je sens tout son corps sur mon épaule, je peux affirmer que je l'ai aimée. Qui a dit que les monstres ne ressentaient rien? Ce n'est pas normal tout ça. J'ai pris une décision, nous avons un plan.
prostituée qui est assise sur des eaux immenses. C'est avec elle qu'ont forniqué les rois de la terre et ses habitants se sont saoulés du vin de la prostitution. Cette femme est assise sur une bête carmant, pleine de noms blasphématoires, portant 7 têtes et 10 cornes. Elle était vêtue de pourpre et d'écarlate, d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tient à la main une coupe étincelante, pleine d'abominations et de souillures de sa prostitution. Sur son front est écrit un nom, un mystère. Cette femme se saoule de sang des saints et du sang des martyrs de Jésus. Les 7 têtes, ce sont 7 collines sur lesquelles cette femme est assise. Et cette femme-là, c'est la grande cité, celle qui règne sur les rois de la terre. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, parce que les rois de la terre se sont prostitués avec elle, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Sortez, ô mon peuple, quittez-la de peur que, solidaire de ses fautes, vous n'ayez à pâtir de ses plaies, car ses péchés se sont amoncelés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu